Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour notre 9e vidéo, je vous propose de découvrir, toujours au premier étage, mais dans la section figuration, le travail de l'artiste américaine Liz Craft. Liz Craft donc, est née en 1970, en pleine période hippie, en Californie, où elle vit et travaille toujours. Elle est installée dans une partie un peu désertique et avec son compagnon, ils ont monté un espace d'art et une foire d'art contemporain dans un ranch. Elle est très attachée à l'Amérique et au folklore aussi américain, qui pétrit vraiment à la fois sa personnalité et sa pratique artistique. Elle brasse des références de culture populaire, d'histoire de l'art par exemple, de contre-culture aussi. Elle a des influences, notamment à travers l'humour dans son travail, plutôt des surréalistes. Et puis elle compose un peu avec tout ça et avec un goût de l'expérimentation, notamment au niveau des matériaux qu'on retrouve très régulièrement, puisqu'elle fait aussi bien de la peinture, de la céramique, du papier mâché, du dessin, tout un tas de médiums comme ça. Et puis, elle a des sujets de prédilection qui vont aussi avec à la fois ce goût de l'expérimentation et puis ses nombreuses références. Elle choisit des sujets de prédilection le plus éloignés possible de tous les canons traditionnels, quitte à flirter un peu avec le mauvais goût, comme on dirait de la bad painting. Mais ce qui l'intéresse aussi, c'est de sortir un peu de ses sentiers battus. Et on reconnaît assez facilement son style de ce point de vue-là. Ce qui est le plus connu de sa production, je pense, c'est peut-être les personnages en papier mâché, qu'elle a pu faire à de nombreuses reprises, qu'elle maquille, qui flirtent aussi beaucoup avec l'absurde et qui ont ce regard un peu éthéré avec du collage que vous retrouverez facilement, je pense, dans les livres et dans les catalogues qu'on peut lui consacrer. L'œuvre qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc l'œuvre que la MAMCO a acquise en 2020 à l'occasion d'Art Genève, donc c'est tout récent, et qui est écrite en 2017, qui s'intitule donc Losing Sight Clock. Et comme son nom l'indique, il s'agit donc d'une horloge qui est installée comme telle, en tant que telle sur le mur, à hauteur quand même au-dessus d'une taille humaine, qui va renvoyer du coup à ce réflexe de regard un peu vers le haut pour le repère du temps qui passe. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que donc c'est une horloge qui est un peu déstructurée, désordonnée, puisque les chiffres qui sont indiqués dessus ne donnent qu'assez peu de repères finalement au niveau du temps qui passe, puisqu'ils sont assez désorganisés. Ils ne sont pas inscrits dans l'ordre, ils ne sont pas alignés, enfin ils ne sont pas dans le sens de l'horloge, disons. Et elle est aussi assez peu lisible, cette horloge, puisque le fond en fait, est noir, avec une sorte de quadrillage. Ça ressemble un peu à une ardoise d'écolier ou à un tableau d'école. Et donc, ça n'aide pas à la lisibilité. Alors, est-ce que le titre est une allusion à ça, donc Losing Sight, perdant la vue, je ne sais pas, mais ça peut être une des interprétations, par exemple. Autre chose intéressante, c'est que donc c'est une horloge qui a une forme un peu spécifique. Elle n'est pas ronde, elle n'est pas carrée, elle n'est pas traditionnelle. Elle a une forme de phylactère. Le phylactère, comme vous savez, c'est un signe graphique, un code de représentation graphique qui est très utilisé dans la bande dessinée, notamment dans les comic strips américains, en tout cas, pour revenir sur la sphère américaine qui concerne Liz Craft, et qui est donc un code pour signifier un espace du langage, un espace de discussion, de prise de parole, même si c'est uniquement de l'onomatopée ou de l'expressivité, une intention dramatique avec peut-être un point d'exclamation ou quelque chose de l'ordre de l'expressivité. Mais c'est un espace à part entière dans l'espace de l'image. C'est intéressant aussi parce que ça va donner comment dire, une autre matérialité à ce phylactère, cette horloge. C'est une donc, céramique vernissée, donc c'est quelque chose de très très matériel qui va paradoxalement comment dire, trancher avec la légèreté d'un signe graphique, comme le phylactère dans une bande dessinée par exemple. Et ça va donner une très forte matérialité, une très forte réalité à cet objet qui normalement est un espace symbolique de discours. C'est intéressant parce que toutes les références culturelles que j'évoquais tout à l'heure de Liz Craft, elles sont nombreuses, elles sont variées comme je vous le disais, et elles sont à la fois dans la tradition de représentation, dans la tradition des comic strips, le country, le cowboy, tout ça, mais aussi des choses très très contemporaines. Et ce décalage, en tout cas cette tension entre la matérialité et l'immatérialité, on pourrait y voir quelque chose de l'ordre de une forme d'analyse de nos modes contemporains de discussion ou de communication.
à l'ère du digital, par exemple, puisque une image texte, aujourd'hui, ça va renvoyer peut-être à l'emoji, à ce qu'on utilise dans les textos ou dans les mails, les petits émoticônes, les petites choses qui vont donner une coloration émotionnelle ou d'intensité à un discours qui n'est pas forcément verbal, qui n'est pas forcément écrit. Et ces bulles, donc ces phylactères, ces bulles, elle les utilise souvent, les Scraft, dans son travail. Il y a une série qui s'intitule les Bubble Mushrooms, qui sont en céramique aussi, avec tout un tas d'objets qui s'y agrègent. C'est comme des tableaux, des shape canvas, en fait, des tableaux objets. Elle l'utilise souvent, mais souvent à proximité de personnages réels aussi, qu'elle met en scène. Comme si c'était en fait une extension dans l'espace d'une expression de ces personnages. Or ici, c'est pas du tout le cas. Il n'y a pas de personnage à proximité. On est dans une salle qui est consacrée vraiment à la représentation, à la figuration. Et il n'y a pas de personnage qui parle à travers cette horloge phylactère. Et donc, cette interrogation sur le digital, sur la communication d'aujourd'hui, c'est presque une suggestion que cet espace-là, c'est celui du visiteur qui vient. C'est comme si c'était un prolongement d'une présence que le visiteur peut incarner, par exemple, mais qui sinon se retrouverait dématérialisé de manière aussi contextuelle par les nouveaux médias qui nous servent à communiquer les uns avec les autres, et aussi peut-être avec une sorte de suggestivité, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a quelque chose de l'ordre du surréalisme aussi, de l'imaginaire et du rêve, comme si cet objet, espace, était la dernière trace de la présence de quelqu'un dans la pièce.